Tout le monde est devant. Monsieur Cyril Isabello, bonjour. Vous venez de la Motte d'Aveillan dans mon département. Madame Estelle Aubrio, bonjour. Madame Valérie Raoul et Catherine Daniel, qui êtes les maires de Modelaine. Madame Marie Mandy, pardon, bonjour. Monsieur Michael Boyer et Joël Pereira, qui est en couple aussi. Monsieur Gaël Viossa et Didier Canal, en couple également. Et Madame Fabienne Nicolas. Bonjour à vous, bienvenue. Et puis je donne tout de suite la parole peut-être à Alexandre Chevalier. Je crois que oui, c'est bon, j'ai appuyé sur le bon bouton. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, donc je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'avoir invité à m'exprimer devant vous comme enfant d'un parent homosexuel. Je vous remercie également de prendre en compte notre parole et de ne pas vous arrêter à des paroles d'experts ou une série de chiffres qui nous concernent. Nos récits sont très personnels et certains pourront nous reprocher qu'on ne fait pas d'une histoire singulière des généralités. Mais nous constatons quand même depuis l'ouverture du débat combien nos histoires font écho à d'autres histoires. Donc je ne commencerai pas mon histoire par « Il était une fois », car cette histoire n'est pas une fiction, mais elle est une part de ma vie, de mon intimité et celle de ma famille. Lorsque je suis né, donc, mon père et ma mère vivaient dans un milieu semi-rural en région lyonnaise. 5 ans après, j'ai eu un frère. Mon enfance a été des plus classiques, encadrée et bien entourée par une famille très présente. À l'adolescence, mon père nous a révélé à ma mère puis à moi son homosexualité qu'il cachait depuis qu'il était jeune adulte. Je me rappellerai toute ma vie de cette annonce et surtout de la souffrance que cela a provoqué en lui. Il y a 23 ans, le regard de la société sur l'homosexualité est encore plus négatif qu'il ne l'est aujourd'hui, même si l'on se rend compte que chez certains, c'est encore le cas. Mon père m'expliqua qu'il avait, dans un premier temps, essayé de refouler son attirance pour les personnes de même sexe, qu'il avait honte d'être homosexuel. Il s'était battu contre ses désirs, comme l'on peut se battre contre une maladie dans un milieu dans lequel il avait été élevé. L'homosexualité était considérée comme une maladie. Puis avec le temps, il a accepté son homosexualité et a respecté ses désirs. Il voulait que je le sache, car il n'y avait plus la force de nous le cacher à ma mère et à moi. À notre tour, nous sommes devenus dépositaires de ce secret, car même s'il acceptait son homosexualité, il n'acceptait toujours pas le regard des autres sur son homosexualité. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, d'être déconsidéré aux yeux de ses parents, de ses frères et sœurs, de son fils cadet, mon frère. À l'annonce, ma première réaction fut la stupéfaction. J'étais encore dans cet idéal des parents amoureux pour la vie, sans me poser de questions sur la bonne santé du couple parental. Sur le coup, je n'ai eu aucune réaction de rejet ni de rancœur vis-à-vis de mon père. Il fallait que je prenne le temps de penser et de comprendre ce qui m'arrivait. Par la suite, je me suis donc longuement interrogé sur ma propre orientation sexuelle, puisqu'à l'époque, certains pensaient que l'homosexualité était héréditaire, encore un peu aujourd'hui d'ailleurs. Puis je me suis questionné sur ma propre homophobie, celle du quotidien où entre copains on se traitait de tapette, de pédé, d'enculé, pour rire ou pour se moquer. De la manière dont ma mère vivait cette annonce, l'aimait-elle encore, éprouvait-elle du dégoût? Puis nous avons parlé encore et encore, et finalement j'en ai conclu que la sexualité de mes parents, leurs désirs, leurs partenaires, leurs histoires d'amour ne me regardaient pas. C'était leur intimité, leur sexualité d'adulte. J'ai compris aussi que l'orientation sexuelle de mon père ne changeait en rien son rôle de père. C'était un père aimant, protecteur, exigeant, drôle, soucieux de l'éducation de ses enfants, de leur réussite, de leur bien-être. Un père comme les autres. Par la suite, mon père a su qu'il était gravement malade et que ses jours étaient comptés. Mes parents ont alors décidé de rester ensemble jusqu'à la fin. Chacun connaissait le partenaire de l'autre, l'acceptait et le respectait. Moi-même, je rencontrais mes 2 beaux-pères, l'un qui a disparu peu de temps après le décès de mon père, et l'autre, le compagnon de ma mère, est encore aujourd'hui présent à mes côtés. Tous ont participé à leur manière à mon éducation, à me faire grandir, à m'accompagner dans les moments difficiles. Et je savais qu'à tout moment, je pouvais compter sur eux. De l'annonce jusqu'au décès de mon père, 5 ans se sont écoulés. 5 ans où j'ai vécu des choses heureuses, d'autres moins, des doutes, des certitudes, des conflits, des réussites, des échecs, des expériences, des découvertes, une vie d'ado. Si je dois retenir les 2 choses qui ont été particulièrement dures à vivre durant cette période, la première, c'était le secret. Un secret parfois trop lourd à porter pour un adolescent, ne pas pouvoir me confier à ma famille, grands-parents, oncles, tantes, à mes amis, par peur du jugement, de la stigmatisation, de l'insulte ou de l'exclusion. Deuxième, c'est la souffrance de voir mon père incapable de vivre comme il aurait aimé vivre sa vie, comme il aurait dû vivre sa vie. Alors oui, le plus dur n'était pas d'avoir un père homosexuel, le plus dur était d'avoir un père homosexuel dans une société homophobe.
Mais ça, c'était avant. Enfin, en tout cas, c'est une question que je me pose. Malheureusement, non. L'homophobie rampante et galopante avec son lot de discrimination est toujours là. Alors, je vais faire des vœux avant l'heure, parce que c'est un peu la période, avant les fêtes. Le premier est que le débat parlementaire se passe dans les meilleures conditions. Nous avons déjà entendu suffisamment d'insultes ou d'absurdités concernant nos parents. Et aujourd'hui, nous ne le supportons plus. Et ça, je le dis autant c'est autant un témoignage personnel, mais aussi un témoignage de beaucoup d'enfants qui nous contactent et qui nous appellent parce qu'ils en peuvent plus, tout simplement. Et je pense que c'était important de le dire aujourd'hui. Et puis ensuite, plusieurs autres vœux. C'est que j'espère aussi que cette année 2013 sera une vraie année de changement, comme Monsieur le Président de la République s'est engagé à le faire dans l'engagement 31, que cette loi soit votée avec les amendements nécessaires pour que l'égalité soit effective à tous les niveaux. Et enfin, que grâce à cette loi, les enfants ou les adolescents, dans un avenir proche, n'aient plus honte d'avoir un parent ou des parents homosexuels, comme je l'ai vécu, mais qu'ils soient fiers, comme je le suis aujourd'hui, d'avoir eu un père homosexuel, un père comme les autres. Merci. Merci, Monsieur Chevalier. Je précise simplement que vous avez fait allusion aux enfants qui vous sollicitent. Je précise quand même, vous êtes président d'une association qui s'appelle Déclat à Lyon, des enfants pas comme les autres. C'est ça? Comme les autres. Comme les autres. Justement. Oh, le lapsus. C'est terrible. Terrible le lapsus. Excusez-moi pour cela. On a monté effectivement cette association en avril 2012, pendant la campagne présidentielle, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de choses qui étaient dites sur la question des enfants. On a senti très tôt qu'on allait nous prendre un peu en otage sur ces questions-là. Et en tout cas, les opposants au mariage se servent justement de la parole des enfants. Et souvent avec des idées fausses ou des choses assez difficiles à entendre. Donc c'est en réaction aussi à ça qu'on a décidé de se regrouper. Et puis c'est vrai qu'on on récolte du coup beaucoup de témoignages d'enfants de toute la France qui ont vécu les mêmes situations que les nôtres et qui aujourd'hui n'osent pas prendre la parole pour certains, mais en tout cas témoignent aussi à leur manière en nous envoyant des messages, des blogs. C'est un peu tout ce moment-là. Et c'est vrai que dans ce texte, j'ai beaucoup parlé de la difficulté de vivre les débats actuels avec toutes les horreurs qu'on peut y entendre. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de plus en plus difficile à vivre. Et j'espère que le débat parlementaire, en tout cas, ça se passera dans de bonnes conditions. Et en tout cas, dans le respect de chacun. Merci, monsieur. Madame Louise Fasso-Monaldi, je vous en prie, à vous de prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, contrairement à mon camarade, j'ai rien préparé. Alors, je vais y aller un peu en freestyle, mais comme il paraît qu'on doit parler de nous et de ce qu'on a vécu, ça ne devrait pas être trop dur. Je trouve ça important aujourd'hui de témoigner parce qu'on est dans une situation qui est parfois assez particulière à vivre. On entend tout le monde parler de nous et nous, on ne nous entend pas beaucoup. Alors, c'est particulier, c'est important qu'on soit là parce que finalement, que ce soit les pédopsychiatres, l'Église ou n'importe qui, personne aujourd'hui peut juger de savoir si on a été bien élevé ou mal élevé. Je pense que je donne à personne ce droit de juger, de savoir si non seulement j'ai le droit d'exister, mais si en plus je suis quelqu'un de bien, d'équilibré, ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je trouve ça important qu'on vienne témoigner aujourd'hui. Je trouve ça important que vous nous écoutiez. Parce qu'on a des choses à dire. Pas forcément uniquement sur ce sujet-là, mais bon, j'en parlerai plus tard. Moi, j'ai 27 ans et j'ai été élevée par mes deux mamans depuis ma naissance. Alors, comment ça s'est passé ? Mes mamans se connaissent depuis le début des années 80. Elles se sont rencontrées dans le cadre professionnel. Elles se sont aimées. C'était une nouveauté pour l'une d'entre elles, parce on parle toujours d'homosexualité, mais en l'occurrence, on pourrait parler d'homophilie, parce que c'est avant tout une histoire d'amour, c'est pas seulement une question de sexualité. Et en l'occurrence, ma deuxième maman est tombée amoureuse d'une femme, ce à quoi elle ne s'attendait pas vraiment.
Et donc, toutes les deux, elles ont décidé d'avoir un enfant. Pour ça, dans les années 80, c'était pas encore... Enfin, elles n'avaient pas du tout l'idée de la PMA ou quoi que ce soit à l'étranger. Donc, elles ont demandé simplement à un couple d'amis à elles si ils pouvaient être le géniteur. Ce couple d'amis très ouvert parce qu'ils ont quand même changé nos vies a accepté. Ce qui fait que je suis née dans le cadre... J'ai 3 mamans et un papa. J'ai aussi des frères et sœurs. Et on forme tous une belle grande famille que j'aime à dire, ça ressemble à une famille recomposée, mais il n'y a jamais eu de séparation au départ, donc c'est encore mieux. Et donc voilà, donc, au jour le jour, j'ai vécu avec mes mamans. Quand c'était Noël, les vacances, les anniversaires, on faisait ça tous ensemble. Mais l'éducation au jour le jour, ce sont mes mamans qui me l'ont donné. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de bizarre ni de particulier. J'ai l'impression d'être un peu comme tout le monde. Je suis fonctionnaire. Je vais acheter un appartement dans pas longtemps. En l'occurrence, je suis célibataire et je le dis avant qu'on me pose la question. Pour le moment, je suis hétérosexuelle. On verra bien après. Non, mais j'ai une vie vraiment simple. Rien de spécial. J'avais des oncles, des tantes, des grands-parents. Je suis normale. Ah là là, la normalité. Enfin bon, il y a 3 ans, j'ai été adoptée par ma deuxième maman. Alors ça a été possible dans le cadre d'une adoption simple et parce que j'étais majeure. Mais même si il n'y a pas eu de question de garde d'enfant ou de quoi que ce soit ou d'autorité parentale, j'ai aujourd'hui 3 parents sur mon acte de naissance et je porte le nom de mes 2 mamans. Donc face au Monadi, je porte pas le nom de mon père, mais il a 3 enfants qui portent le sien, ça va. Donc voilà, j'ai été adoptée. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que mes 2 mamans étaient professeurs et elles savaient bien comment ça se passait dans le cadre scolaire. Et ça a toujours été une souffrance très importante pour ma deuxième maman de ne pas pouvoir prendre de décision pour moi. C'est-à-dire s'il m'était arrivé quelque chose et que ma mère n'avait pas été joignable ou qu'il était arrivé quelque chose à ma mère biologique, elle n'aurait rien pu faire, rien du tout. Et je trouve que actuellement, c'est quand même impensable qu'on puisse dire à une femme ou à un homme l'enfant que tu élèves, que tu aimes, tu n'as aucun droit de décider de ce qu'il va faire ou de décider de partager juridiquement quelque chose dans sa vie. Et ça, je pense que c'est très important pour les parents. Quelque part, c'est important pour moi, même si j'ai jamais eu de difficultés avec ça. Ça m'a pas inquiétée outre mesure quand j'étais jeune. Pour autant, c'est quelque chose qui travaille toute la famille et c'est quelque chose qui est important aujourd'hui de régler parce qu'on est là et qu'il va falloir faire avec. Merci, madame. Monsieur Pablo Seban, je vous en prie. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Merci Louise. Ok. Bon, c'est déjà impressionnant d'être là, mais là en plus c'est émouvant. Donc alors, d'abord, moi je voulais dire bonjour à mes mamans. Je sais pas, la caméra elle est là. Surtout Mimi qui doit déjà être en train de pleurer. Voilà, parce qu'on voit à la télé. Alors, ma famille. Alors moi, ma famille, c'est donc mes 2 mamans qui m'élèvent depuis que j'ai 5 ans, donc que j'appelle maman et Mimi. C'est bien de pouvoir l'appeler Mimi. Elle s'appelle Myriam, je l'appelle Mimi et c'est pas mal parce que mon frère disait, il a raison, ça lui donne un statut social qui est ni exactement mère, ni exactement compagne de ma mère, parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose pour moi, donc c'est ma Mimi. Elle a toujours eu un rôle dans mon éducation, voilà, elle fait partie de... Voilà. Donc j'ai maman, Mimi. J'ai un père aussi, qui est à sa place et qui a trouvé sa place, enfin, dans tout ça. Donc en fait, ma mère avait eu une histoire hétérosexuelle avant d'être avec Mimi. Elles sont ensemble depuis 25 ans maintenant. Et donc, voilà, ils ont eu 2 enfants, enfin, ils ont eu 2 enfants, mais après s'être séparés. Donc, disons que de cette union sont nés 2 enfants, ma sœur aînée et moi, puis un 3e qui est arrivé plus tard, 'Pierrot. Donc, ma famille, c'est mes 2 mamans, mon papa,
ma sœur, mon frère. Puis je voudrais mettre Jackie aussi, qui est une amie de ma mère et qui fait partie de la famille aussi. Et finalement, pourquoi pas? J'ai été élevé par tous ces gens-là, y compris ma sœur, évidemment.